Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série de tutos dédiés au développement de scripts pour After Effects. L'idée de cette série sera de vous aider à débuter en vous donnant les bases et vous aider à assimiler la logique du développement. Actuellement, je trouve que les ressources disponibles ne sont pas très simples à comprendre, car elles demandent quelques connaissances. Je vais donc essayer de vous donner le support que j'aurais voulu avoir à mes débuts. Alors, After Effects utilise le langage JavaScript, que ce soit pour les expressions ou pour les scripts. On va rapidement différencier les deux pour ne pas créer de confusion. Une expression s'utilise au sein d'After Effects. C'est généralement un petit bout de code qui est placé sur une propriété de calque. Grâce à des fonctions, des calculs ou des liens de parenté, cette expression va nous retourner une valeur de manière dynamique. Prenons l'exemple d'une expression très utilisée, le wiggle. Cette fonction va nous permettre de générer une valeur aléatoire et variable dans le temps en fonction d'une valeur initiale, d'une amplitude et d'une fréquence. Un script, quant à lui, est développé à l'extérieur d'After Effects. Il s'agit d'un fichier JSX ou JSXBin qui sera chargé et exécuté par le logiciel. De manière générale, un script aura une interface utilisateur et pourra s'exécuter grâce à des boutons. Le rôle du script sera de prendre la main sur le logiciel pour y effectuer des actions à notre place, et ainsi gagner du temps. Comme le disait Duduf, le papa de Dwick, lors d'un live Motion Café, chaîne que je vous recommande d'ailleurs, lorsque je fais une action 2 fois, je me demande si je dois la scripter. Au bout de la 3e fois, je la scripte. Bref, pour développer un script, on n'a pas besoin de grand chose. Un éditeur de texte, un peu de connaissance du JavaScript, et d'After Effects. Pour commencer, je vous conseille d'utiliser un éditeur pouvant se lier à After Effects pour pouvoir lancer le script directement depuis l'éditeur. Pour ce premier épisode, nous allons utiliser l'outil développé par Adobe qui est ExtendScripts Toolkit, dont le développement a malheureusement été abandonné, mais qui est encore téléchargeable et qui est tout à fait fonctionnel. Nous voici donc dans ExtendScripts Toolkit. Je vais pas passer dans le détail toute l'interface, parce qu'elle est très simple et il n'y a pas grand chose à comprendre. Ce qui va nous intéresser, nous, dans un premier temps, ce sera surtout ici les différents logiciels dans lesquels on pourra lancer ExtendScript. Pour le tout début, on va rester dans ExtendScript Toolkit tout simplement. Les boutons ici sont simplement pour lancer le script, le mettre en pause, l'arrêter, et vous retrouvez ici quelques petites fenêtres, notamment la console qui peut être utile, les fonctions, voilà, rien de très sorcier. Et bien sûr, la fenêtre principale dans laquelle nous allons rédiger notre script. Pour commencer ce tuto, nous allons écrire notre tout premier script. Écrivez donc alerte, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, point virgule. En lançant votre script, une boîte de dialogue va apparaître. C'est le rôle de la fonction alerte que nous venons d'écrire. Cette fonction, très utile, est utilisée de deux manières. Premièrement, c'est assez logique, on va s'en servir pour informer l'utilisateur du script d'un quelconque message, comme un avertissement par exemple. Si on prend l'idée d'un script qui doit agir sur certains calques, et que l'utilisateur ne sélectionne aucun calque, on se servira de cette boîte de dialogue pour lui laisser un message tel que « Attention mon coco, tu dois d'abord sélectionner des calques ». Ensuite, on se servira de cette fonction dans un second temps, nous, en tant que développeurs, pour débugger notre script. Cette fonction, alerte, nous permettra tout au long du développement du script de faire apparaître des informations, telles que des valeurs de variables, pour vérifier que tout se passe correctement. Imaginez un petit peu un script qui est composé de dizaines d'instructions avant de vous donner le résultat final. Vous n'aurez pas accès, lors de l'exécution du script, aux différentes phases d'exécution, justement. Et si le script ne vous retourne pas la valeur finale attendue, il peut être compliqué pour vous, juste en lisant le script, de voir d'où vient le problème. On va donc se servir en fait de cette fonction alerte pour afficher une à une les résultats des différentes instructions pour pouvoir identifier la source du problème. Actuellement, comme on peut le voir, la boîte de dialogue nous retourne le message undefined, car nous n'avons injecté aucun message dans la fonction. Pour injecter un message, il faut donner à la fonction un argument. Ici, écrivez donc apostrophe apostrophe, et entre ces deux apostrophes, ceci est mon premier script. De cette manière, on va indiquer à la fonction alerte quel message on veut afficher dans la boîte de dialogue. Faisons le test. Ceci est mon premier script. Ça marche correctement. Jetons un petit coup d'œil à la syntaxe de notre fonction alerte. Alerte est donc la fonction. Qui dit fonction, dit parenthèse. Je ne vais pas entrer dans le détail tout de suite, mais gardez en tête qu'une fonction sera toujours suivie de ces parenthèses. Dans ces parenthèses viendront les arguments de la fonction.
Ici, comme argument, nous avons simplement noté le message de la boîte de dialogue. Ce message est indiqué entre apostrophes. C'est la manière pour nous d'indiquer au JavaScript qu'entre ces apostrophes, il s'agit d'une chaîne de caractères. Et en toute fin, on retrouve le point virgule qui signifie que c'est la fin de l'instruction. Retenez qu'à chaque fin d'instruction, on place un point virgule, et qu'après chaque point virgule, on saute une ligne. Même si le JavaScript n'est pas sensible au saut de ligne et au nombre d'espaces, ça vous permettra de garder un code propre et clair. Si on fait cet petit exemple, c'est tout à fait correct d'écrire ça. Mais on est bien d'accord que c'est un peu illisible pour nous développeurs. Pourtant, si on le lance, notre script s'est bien lancé les 4 fois. On est bien d'accord qu'il sera plus agréable pour nous, développeurs, de l'écrire ainsi. Le script s'est lancé également les 4 fois. On peut tout à fait écrire ça. Ça marchera de la même manière. Voilà, juste cette petite parenthèse pour souligner que le JavaScript n'est vraiment pas sensible ni aux espaces, ni au saut de ligne. Je profite de ce petit exemple pour faire une petite parenthèse par rapport aux apostrophes qui se trouvent ici. Si dans la chaîne de caractères que vous souhaitez utiliser se trouve une apostrophe, vous imaginez bien que ça risque de poser problème. En effet, si on voulait écrire « c'est mon premier script », on se rend bien compte, grâce à la couleur que nous donne le JavaScript, que la fonction estime la deuxième apostrophe, donc qui est utilisée dans ma chaîne de caractères, comme fin de chaîne de caractères, justement, au lieu de celle-là. On se rend bien compte d'ailleurs que si on lance le script, ça ne fonctionne pas. Il nous retourne une erreur. Si on veut utiliser une apostrophe dans une chaîne de caractères, c'est tout simple, il nous suffit de mettre anti// apostrophe. C'est pour nous la manière d'indiquer au JavaScript que cette apostrophe fait partie de la chaîne de caractères. Et ainsi, nous n'avons plus de message d'erreur et ça s'affiche correctement. C'est apostrophe et... je fais une faute, il y a un et en trop. Avec notre unique ligne de code, il est incessable de se rappeler ce qui se passe. Mais prenez l'habitude de commenter vos scripts. Vous pourrez ainsi identifier plus facilement certains morceaux de votre code, ou permettre à un autre développeur de le comprendre s'il doit intervenir dessus. Pour écrire un commentaire, tapez /, comme ceci. Ceci est un commentaire. Vous voyez que la couleur a changé, ainsi que la police d'écriture. En fait, tout ce qui sera écrit de cette manière ne sera pas pris en compte lors de l'exécution du script. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, que ce soit du texte tout simple, ou même une fonction. Ça ne sera absolument pas utilisé. C'est pour vous, en fait, juste un moyen de pouvoir vous repérer, de commenter votre texte. Tout ce qui sera donc écrit sur cette ligne, donc la ligne qui suit les /, ne sera pas du tout considéré comme du code. Si vous sautez la ligne, en revanche, il s'agit à nouveau de code. Si vous souhaitez écrire un commentaire sur plusieurs lignes, je trouve de solution, vous pouvez vous amuser à mettre les // sur chacune des lignes, ce qui peut être assez embêtant. Si vous avez une vingtaine de lignes, c'est plutôt chronophage et vous risquez surtout de faire une bêtise. Le plus simple, si vous voulez écrire un commentaire sur plusieurs lignes, ce sera d'écrire /*, et à la fin de votre commentaire, */. C'est aussi simple que ça. Vous pourrez donc utiliser ceci pour écrire un gros commentaire, ou bien pour désactiver temporairement, par exemple, un bout de votre code. Nous allons maintenant nous attaquer à quelque chose qui est très important, une notion qu'il faut absolument comprendre parce qu'on va l'utiliser dans tous nos scripts. Ce sont les variables. Les variables sont en quelque sorte un espace de stockage, dans lesquels vous pourrez stocker une valeur, une chaîne de caractères, un état, un tableau, etc. Pour utiliser une variable, il faut commencer par la déclarer. La déclarer revient à la créer. Je prends un petit peu en code. Pour la déclarer, il suffit d'écrire var, var étant un mot-clé JavaScript qui permet justement d'identifier la déclaration d'une variable. Ensuite vient le nom de la variable. En nom de variable, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Pensez simplement, encore une fois dans un souci de clarté, qu'il est conseillé d'écrire quelque chose en rapport avec ce que va contenir votre variable. Si vous souhaitez que votre variable stocke le nombre de calques qui sont sélectionnés par exemple, vous n'allez pas l'écrire version du projet. Ici, on va simplement utiliser ma variable. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, point virgule, car c'est la fin de l'instruction. Petite parenthèse par rapport au mot-clé var, il n'est pas obligatoire de l'utiliser,
c'est-à-dire que votre variable sera quand même déclarée sans l'utilisation de ce mot-clé, seulement si un autre script en cours d'exécution sur votre After Effects utilise la même variable, ça risque de créer des conflits entre les deux scripts. En quelque sorte, l'utilisation du mot-clé var va vous permettre de limiter l'action de la variable uniquement au script, dans lequel il a été déclaré bien entendu. Pour plus de clarté dans votre script et pour nommer vos variables, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle le lower camel case. C'est une convention très utilisée en programmation, et elle concerne les variables de plusieurs mots, comme ici, ma variable. Cette convention, en fait, dit que la première lettre de chaque nouveau mot doit être en majuscule, sauf pour le premier mot. On est bien d'accord que cette variable est beaucoup moins lisible que celle-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour nommer votre variable, vous pouvez utiliser tous les caractères allant de A à Z, minuscule ou majuscule, de 0 à 9, l'underscore et le dollar. Une fois défini, vous pouvez stocker ce que bon vous semble dans la variable. Pour attribuer une valeur à notre variable, on peut écrire tout simplement ma variable égale 2, point virgule. Pour vérifier ce que contient notre variable, on peut utiliser la fonction qu'on a vue précédemment, alerte. Alerte, ouvrez la parenthèse, ma variable, fermez la parenthèse, point virgule. Si on lance le script, notre boîte de dialogue nous affiche bien 2, la valeur 2. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, lorsqu'on a utilisé notre fonction, on avait utilisé des apostrophes, entre parenthèses. Ces apostrophes indiquaient clairement qu'il s'agissait d'une chaîne de caractères. Si on utilise ces mêmes apostrophes sur le nom de notre variable, le JavaScript ne va plus considérer qu'il s'agit d'une variable et donc ne va plus afficher son contenu, il va tout simplement considérer que ma variable, écrit ainsi, est en fait une chaîne de caractères, et nous affichera donc ma variable. C'est pas ce qui vous intéresse. Les variables en JavaScript contiennent donc des objets. Ces objets peuvent être de différentes natures. Ils peuvent être des nombres, comme c'est le cas actuellement, ils sont appelés number. Ils peuvent être des chaînes de caractères, comme c'est le cas dans notre alerte, ils sont appelés string. Ils peuvent également être des booleans, qui peuvent prendre deux valeurs, true ou false. Traduit en français, vrai ou faux. Pour tester une variable, on peut utiliser l'instruction typeof. Cette instruction va nous retourner la nature de l'objet contenu dans la variable. Si on retient notre alerte ici, mais qu'on écrit alerte type of ma variable. Notre boîte de dialogue ici va nous retourner la nature de la variable, et non plus son contenu. Vous voyez ici, il est affiché number. Si nous avons plutôt une chaîne de caractères, coucou, on teste, string, string qui veut dire chaîne de caractères. Si on met comme valeur ici false, la boîte de dialogue va nous retourner la nature boolean. Sachez qu'une variable est dynamique. Ce n'est pas comme d'autres langages de programmation, le C++ par exemple, dans lesquels on doit définir la nature de la variable lors de sa déclaration. Ici, on déclare juste une variable. C'est-à-dire que lors de l'exécution de notre script, la nature de l'objet contenu dans la variable peut changer. Ici, on a donc un booléen, et on peut très bien par la suite y attribuer un nombre, par exemple. On va de nouveau écrire alerte typeof ma variable, et vous allez voir que les deux boîtes de dialogue qui vont s'afficher vont d'abord nous retourner la nature boolean, puis ensuite la nature number. Boolean, number. Si une variable n'a pas de nature assignée, elle nous renverra undefined, comme tout à l'heure. On va par exemple écrire une nouvelle variable, var ma nouvelle variable, point virgule, alerte ma nouvelle variable. Pardon, alerte type of ma nouvelle variable. Ici, vous allez voir que la boîte de dialogue va nous retourner undefined, car il n'y a eu aucune nature d'objet déclarée dans cette variable. Si on avait déclaré dans cette variable nul, ça veut dire qu'en fait, on déclare notre variable,
et l'objet qu'on lui attribue est vide. Il n'a donc aucune nature, et la boîte de dialogue va donc nous retourner le message object. Il s'agit tout simplement d'un object. Petite parenthèse concernant les numbers et les chaînes de caractères. Si vous déclarez que ma nouvelle variable vaut 2, vous êtes bien d'accord qu'ici on va nous retourner la nature de l'objet number. Par contre, si vous déclarez 2 entre apostrophes, vous êtes bien d'accord que lorsqu'on écrit ma nouvelle variable, la boîte de dialogue nous retourne 2. On pourrait tout à fait croire qu'il s'agit d'un number, alors que le typeof, la nature de cette variable est en fait une chaîne de caractères. Gardez ça en tête, car vous pourriez être surpris de voir votre script ne pas fonctionner à cause de ça. Si une de vos fonctions s'attend à recevoir une valeur numérique, imaginons que votre fonction permet de définir la position sur X d'un calque, s'il reçoit une chaîne de caractères, After Effects ne comprendra pas. Donc il sera néanmoins possible de convertir une chaîne de caractères en une valeur numérique grâce à des fonctions qu'on découvrira dans un futur épisode. Avant de conclure, j'aurais aimé revenir sur l'infobulle qui s'affiche lorsqu'on commence à écrire une fonction. Celle-ci. Vous voyez donc qu'un infobulle s'affiche avec, entre parenthèses, les arguments que l'on peut déclarer, que l'on peut attribuer à cette fonction, plus un petit descriptif de ce que fait la fonction. Ici donc, le premier argument, c'est message. Deuxième argument, title. Troisième argument, error icon. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'aide proposée par ExtendScript Toolkit, vous pouvez aller dans Fenêtre, dans Aide, outil de visualisation d'Object Model, au raccourci F1. Écrivez ici dans le champ de recherche le nom de votre fonction. Alerte. Vous allez avoir plusieurs informations sur ce qui vous est possible de faire et sur l'utilité de cette fonction. Vous voyez donc que, en argument, nous pouvons mettre message, que ce message doit être de nature string, que nous pouvons mettre un titre, qui est également de nature string, et on peut afficher ou non une icône d'erreur qui est de nature booléenne. Vous voyez ici les différentes informations quant à ces arguments. Que par exemple, le titre ne marche pas sur Mac. Que l'icône d'erreur non plus. On va donc essayer. Le premier argument est donc le message. On va mettre ceci et le message. En suivant la syntaxe qui nous est indiquée, virgule, ceci est notre titre. Enfin, si on retourne la valeur false à error icon, ça veut dire qu'on ne veut pas afficher l'icône d'erreur. Hop, point virgule. On va retirer la première alerte, parce qu'on n'a plus besoin, la variable aussi d'ailleurs, hop, et on va lancer notre script. La boîte de dialogue s'affiche bien, avec comme titre ceci est notre titre, ceci est le message. Et l'icône d'erreur n'est pas affichée. Si on voulait afficher l'icône d'erreur, on va mettre true pour dire vrai, et là, hop, le message change. Vous voyez l'icône d'erreur avec le son attribué. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller plus loin. Croyez-moi, on est vraiment au tout début de l'apprentissage. N'hésitez pas à critiquer et à soumettre d'éventuels axes d'amélioration dans les commentaires. Je les prendrai vraiment avec grand plaisir et j'ai envie de faire quelque chose qui soit qualitatif ou en tout cas qui soit intéressant pour tout le monde. N'étant pas moi-même un expert du développement, il est possible que je dise quelques âneries au cours des différents chapitres. N'hésitez pas, pareil, à le commenter si c'est le cas, je pense que ça pourra servir à au moins une personne, c'est-à-dire moi, peut-être même à d'autres utilisateurs. Dans le prochain épisode, nous traiterons des opérations arithmétiques, de la concaténation et des conditions. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va être publié, parce que j'attends un petit peu de voir les différentes réactions que j'aurai par rapport à ce premier épisode. En tous les cas, ce sera un sujet très vaste et très important, qui devrait vous apporter des connaissances indispensables à la réalisation de scripts. Que ce soit les opérations arithmétiques, la concaténation ou les conditions, ce sont des choses que vous allez utiliser dans chacun de vos scripts. C'est vraiment absolument à savoir, tout comme les variables. Voilà, merci d'avoir suivi, je vous dis à bientôt.